Chers frères et sœurs guinéens résidant en Guinée ou ailleurs dans le monde, encore une fois, je vous adresse mes salutations fraternelles et amicales où que vous soyez à travers le monde. Ici, votre frère, Mamadou Babila Keïta, journaliste d'investigation, contraint à l'exil, donc qui vit en exil en ce moment. Nous avons au menu plusieurs sujets que nous allons aborder: la situation du Hajj, la justice et les procès politiques, un dossier entre opérateurs économiques, donc, et puis Simandou 2040, la vente des biens du Dr Ghané, la rencontre entre Baouri et les victimes du régime d'Alpha Condé, les sociétés minières, notamment GAC et le gouvernement, les démolitions à Cancan, si le temps nous le permet, si je ne me fatigue pas, s'il n'y a pas d'autres contraintes, parce que je suis à l'attente des coups de fil aussi. Également les recrutements frauduleux qui se passent actuellement à la fonction publique, ou l'escroquerie pour l'enrôlement des jeunes diplômés à la fonction publique, le recensement qui est baptisé RAVEC, et les menaces des autorités autour de cette initiative. Les enfants, la situation des enfants de PV qui sont introuvables, et de tous nos compatriotes qui ont été enlevés et qui sont portés disparus depuis plusieurs mois. Peut-être on va griffer aussi sur la BCRG, un peu encore sur la hack des HIC de Boubacar Yassine, et peut-être la condamnation du doyen de M. Chérif Ba de l'UFDG, entre autres, voilà, si le temps nous le permet. Pour commencer, chers frères et sœurs, nous allons partir sur la situation du Hajj. Très honnêtement, j'ai coulé les larmes hier nuit quand j'ai appris certaines choses, quand j'ai reçu des témoignages, quand j'ai pensé à la situation dans laquelle notre pays vit, le degré de l'immoralité qui est en train de s'emparer de la cité et de tout le pays par le fait justement des autorités qui ne sont pas en train de montrer les bons exemples, qui ne sont pas en train d'éduquer la population, mais plutôt qui vantent la facilité, l'incongruité, la fourberie, la tromperie, le mensonge, et toutes les contre-valeurs à la population comme étant des principes que n'importe qui peut employer plutôt pour mener sa vie en République de Guinée. C'est très dommage, c'est regrettable. Le Hajj pour les musulmans, c'est le 5e pilier de l'islam. Il est même dit, il est même recommandé par les hadiths du prophète, paix et salut sur lui, qu'il faudrait faire ce voyage en tout cas dans une richesse bien acquise, donc une richesse qui n'est pas de source compromettante ou illicite selon les prescriptions de l'islam. Mais comment on peut se permettre en tant que Guinéen, en tant qu'autorité, en tant que musulman, de prendre, l'État a fixé le prix à quelque chose de 54 millions, je crois, et poussière, qu'il y ait des Guinéens au secrétariat général des affaires religieuses qui prennent jusqu'à 70 millions, de 60 à 70 millions, voire plus, à des Guinéens pour les inscrire sur la liste des candidats au Hajj au pèlerinage 2025. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est déplorable pour notre pays. L'islam et le christianisme, disons, ce sont ces deux religions monothéistes que nous pratiquons beaucoup plus, ou qui dominent dans notre pays. Tout le monde parle de Dieu, mais visiblement, personne ne craint Dieu. Tout le monde se dit religieux, mais personne ne veut se soumettre aux principes, aux recommandations des différentes religions que nous pratiquons. C'est regrettable quand même. Des autorités ou des travailleurs du ministère du secrétariat général des affaires religieuses qui prennent de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Selon les témoignages, les derniers témoignages que j'ai reçus hier,
Il y a un monsieur qui se trouve être même un guide de la Ligue islamique. Il est maintenant du côté de la Mecque. Il a demandé à un jeune qu'il allait l'aider à inscrire son père sur la liste, mais que ça va être au compte de la sœur, selon ce qui a été dit à ce jeune, la sœur du secrétaire général des affaires religieuses, M. Karamo Diawara, que le père de ce dernier, donc de cette victime qui m'a fait le témoignage, serait inscrit sur une liste que détiendrait, en fait, que le secrétaire général des affaires religieuses aurait sa sœur qui a bénéficié ou qui aurait bénéficié de 5 places. Donc son père va être inscrit au compte de cette dame-là, donc sur la liste de cette dame-là. On lui retire de l'argent, le prix qui est légalement fixé, et derrière, on lui demande de payer quelque chose de 16 millions comme intérêt de la dame au nom de laquelle ils disent pouvoir inscrire le nom du monsieur sur la liste des pèlerins. D'accord? Et pendant ce temps, ils sont dans les démarches pour obtenir gain de cause. On leur montre une liste au secrétariat général des affaires religieuses. La liste a pour en tête, écoutez-moi très bien, a pour en tête présidence de la République, cabinet civil, direction, service médical. Numéro, il n'y a pas de numéro. Ils n'ont pas mis de numéro, ils ont mis seulement numéro, point de suspension, barre PRG, barre CAB, barre DSM, barre 2025. Centre opérationnel, écoutez très bien, centre opérationnel du Hajj et des œuvres humanitaires. COHOHPRG. Donc, président de la République ou président de la République ou présidence de la République. Ils ont mis quand même PRG. La liste actualisée nominative des candidats au Hajj 2025. Ça, c'est la liste qui vient de la présidence. Donc, du palais Mohamed V. Il y a la numérotation dans la première colonne. La deuxième colonne, c'est nom et prénom. Troisième colonne, nom. Quatrième colonne, le sexe. Cinquième, résidence. Sixième, contact. Septième, personne ou autorité responsable de ces pèlerins-là. En fait, c'est la personne qui a donné leur nom ou qui les envoie à la Mecque. Comme on le fait dans les agences, par exemple. On donne le nom de quelqu'un, une personne contacte la personne ou l'autorité responsable du candidat qui est inscrit sur la liste. Après, il y a le numéro, le contact de ces personnes-là. C'est une liste de 532 personnes. Une liste de 532 personnes établie à la date, c'est-à-dire la dernière actualisation faite, c'était à la date du 24 mai. Donc le 24 mai dernier 2025. Pour le cabinet civil PRG, le directeur général, médecin-chef, commandant Mamadouba Fougué et Kamara. C'est pas signé quand même, c'est lui quand même qui a son nom en bas de la liste. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, cette liste dont on parle, je ne vais pas donner de nom, mais je vais vous mettre la liste à disposition. Je vais publier la liste sur la page. Peut-être que certains l'ont eu déjà. Vous comprendrez au nom desquels ces pèlerins ont été enregistrés. Ça veut dire, les 500 et quelques personnes, les 98% sont au nom des jeunes militaires. Des militaires qui seraient en service à la présidence. Moi, je ne vais pas donner les identités, vous allez les voir vous-même. 532 candidats. Il y a même certains responsables ici, on dit 6-4. C'est-à-dire ceux qui les ont envoyés à la Mecque, il y a un qui se nomme, je crois que ça doit être son surnom, il s'appelle 6-4. Il y a des sergents, il y a des lieutenants, il y a des sergents-chefs, il y a des colonels, il y a des etc. etc. Ce ne sont que des militaires. En fait, les pèlerins qui ont été octroyés à des soldats de la garde présidentielle. Ils sont là. Il y a d'autres qui ont leur nom ici, centre opérationnel du Hajj. C'est-à-dire, c'est le centre opérationnel, ce sont les candidats du centre opérationnel. Il y en a qui ont leur nom ici, au nom du président lui-même, ça je vais le dire. Qu'il soit au courant ou pas, je ne sais pas. Mais il y a de ces candidats, on dit par exemple DGSM bar PRG.
Il y a d'autres, il y en a énormément. Il y a des cadres également. En tout cas, tout ce qui est là, force spéciale, groupement des forces spéciales, PRG. Il y a d'autres candidats également au nom du PRG. Une femme de Bokeh. Après, en fait, ce sont des militaires qui sont responsables de tous ces pèlerins, 532 personnes au niveau de la présidence. C'est la première fois, à ma connaissance, d'apprendre de telles situations. Sur les 10 000 pèlerins, les autorités octroyées à la Guinée par le royaume de l'Arabie Saoudite, les autorités se sont octroyées 3 000 places. Et sur les 3 000 places, il y a 532 personnes inscrites sur une liste au nom des militaires de la garde présidentielle et d'autres cadres de la présidence qui sont là. Mais en tout cas, 98%, ce sont des militaires du groupement des forces spéciales de la présidence. Bon, c'est ce qui est là. Je n'ai rien contre ces militaires, je n'ai rien contre ces jeunes, ce sont nos frères militaires. Mais la manière de faire peut nous amener à porter le regard. En quelle vertu ou qu'est-ce qui explique cela? Donc, on se pose des questions par rapport à cela. D'accord? Je n'ai rien contre personne et vous êtes nos frères. Je suis ami à la plupart d'entre vous. J'ai pas mal de connaissances parmi vous. Mais dans quelles conditions ils sont parvenus, les autorités de Conakry sont parvenus à octroyer 500 et quelques, environ donc 600 places à des soldats, pendant qu'il y a, si la population, le citoyen lambda doit être privilégié, on doit d'abord prendre en compte la situation de ces citoyens. Vous avez 400 et quelques personnes qui se sont fait escroquer par une dame qui serait aussi proche de Adja Mandjoula, la maman du président, selon les informations que nous avons reçues. Et ces victimes-là se sont fait entendre. Le dossier même, je crois, est arrivé au tribunal de Mafanko. Ça sert à quoi exactement? Il faut faire en sorte que ces victimes soient rétablies dans leurs droits, parce qu'il y a un délai. Si la date la passe, elles ne pourront plus rejoindre l'Arabie Saoudite. C'est dommage. Il y en a des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes, qui ont payé plus de 50 millions, donc qui ont payé entre 60 et 70 millions, voire plus, pour être inscrits sur cette liste-là. Et ils ne sont même pas sûrs de faire partie du voyage. Nous nous sommes renseignés, j'ai pris contact avec des responsables du secrétariat général des affaires religieuses. Si ils ont connaissance de ce centre opérationnel du Hajj et des œuvres humanitaires de la présidence, il m'a été dit qu'ils ont connaissance de ce centre-là jusqu'à quelle date au mois d'avril. Je vais vous donner la date jusqu'à quel jour du mois d'avril. En fait, c'est comme si c'est un centre provisoire, selon cette autorité du secrétariat général des affaires religieuses qui a répondu à mes sollicitations. Je vais voir la date qu'il m'a indiquée. Date valable pour l'existence très certainement de... Voilà. Qu'ils ont connaissance. Moi j'ai 532 ici, mais cette autorité du secrétariat général des affaires religieuses m'a informé qu'ils ont connaissance d'une liste de 600 pèlerins dont le départ est imminent. 600 pèlerins. Ils disent que le mandat de ce centre opérationnel et des œuvres humanitaires de la présidence courait jusqu'à la date butoir du 18 avril 2025. Date de rigueur pour la délivrance des visas. Jusqu'au 18 avril, date de rigueur pour la délivrance des visas. Mais cette liste actualisée dont je parle a été établie le 24 mai dernier. Donc il y a juste quelques jours. Est-ce que ces pèlerins-là vont pouvoir rejoindre la Mecque? Nous n'en savons pas. Mais si nous voulons servir la nation, si nous voulons que les populations aient confiance aux autorités, je pense qu'il faut servir dans l'exemplarité. Il faut incarner des vertus d'intégrité, de morale et de responsabilité. Si ceux qui sont au sommet s'octroient le privilège de s'accaparer de tout au détriment de ceux qui sont au bas de l'échelle, qui sera là pour aider ces gens-là? Et c'est justement
la réponse que je donne à ceux-là qui me contactent à longueur de journée, pour dire, Babila, essaie de négocier avec les autorités de la transition. Reviens au pays. Reviens au pays et mets-toi au service du CNRD. Tu vas gagner pour toi. Tu as tous les atouts pour gagner pour toi dedans. La politique, on dit que c'est pour les intérêts. Ce sont les gens qui me disent cela. Hein. Ils disent, il faut venir, concentre-toi sur toi, cherche à gagner ta vie. Figurez-vous que moi, je cherche à gagner ma vie et que je fasse un bon débarras pour la population. Basta pour la population, que chacun pour soi, Dieu pour tous. Que toutes les autorités guinéennes en fassent autant. C'est-à-dire se concentrer sur soi-même. Et on dit, malhonnêtement, que ça, c'est cela la politique. Que la politique, c'est pour des questions d'intérêt. Maintenant, si moi je le fais, il y a combien d'intellectuels en Guinée? Plus de la moitié de la population est analphabète. Qui va défendre la cause de ces analphabètes? Et les 50 voire 70% des intellectuels ou de ceux-là qui sont diplômés ne sont pas à la fonction publique. Qui va défendre les intérêts de ces gens-là? Les fonctionnaires ne sont qu'un peu bleus. Sur tout l'étendue du territoire, c'est un peu plus de 100 000 personnes. Maintenant, si ces 100 000 personnes, ces 100 000 personnes n'ont même pas tout le pouvoir de s'octroyer un certain nombre de privilèges. Il n'y a que quelques poignées de personnes qui sont à des niveaux de responsabilité. Si ces poignées de personnes s'accaparent des privilèges et de tous les droits qui reviennent légalement et légitimement au peuple pour construire leur propre vie et la vie de leur famille, qui viendra pour défendre le peuple de Guinée? Et il y a eu des, figurez-vous, il y a eu des intellectuels, des professeurs, c'est-à-dire des enseignants, chercheurs de rang de professeurs, qui m'ont dit de me concentrer sur moi et pour gagner ma vie avec le CNRD et de profiter de ça. Mais je ne peux pas. La morale qui me commande ne me permet pas de servir comme ça. Non. Non. Non, pas du tout. On ne peut pas incarner la fonction publique ou des responsabilités publiques et vouloir se concentrer que sur sa vie et la vie de sa famille au détriment de l'intérêt général. Où allons-nous dans ça? Si on fait valoir le moi dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans les affinités, dans la familiarité, dans quoi d'autre encore, dans la corruption et autres, qui viendra pour défendre la majorité? Et ceux qui disent que la politique c'est pour des questions d'intérêt, je vous pose une seule question. Quel est ce politique ou ce politicien qui est une fois venu vers le peuple pour dire votez pour moi pour que je puisse mettre ma famille dans les meilleures conditions? Même le CNRD, est-ce qu'ils ont promis le peuple de les soutenir pour qu'ils construisent leur propre vie? Non. Tous viennent au nom du peuple, tous viennent pour défendre l'intérêt du peuple, tous viennent pour offrir de meilleures conditions de vie à la population. Mais après être établi dans ses fonctions, dans ses responsabilités, on tourne dos à cette population. Et même on leur donne des coups de sabot, comme si elle n'existait pas, comme si elle n'a aucun droit, comme si elle ne représente absolument rien. Pourtant, ce sont les ressources de cette même population, c'est cette même population qui sont en train d'être utilisées pour enrichir des groupes d'intérêt, des individus, un clan oligarque, n'est-ce pas, qui est au sommet de l'État guinéen. Pourtant, c'est cette population qui est la véritable détentrice du pouvoir, qui a toute la légitimité, toute la légalité de soutenir ou de faire confiance ou de retirer sa confiance en qui qu'il soit, à n'importe quelle autorité guinéenne. Et c'est elle qui peut faire primer en tout cas, ou faire valoir ses droits au détriment de ces pratiques incongrues et malhonnêtes qui malheureusement ne sont pas en train d'aider notre pays et arranger la population. Ça c'est le premier sujet. Je vous enverrai la liste. Cette liste de la présidence. Vous allez voir par vous-même les noms des personnes. Je viens à la justice. Il y a quelques jours, j'ai fait une tribune. J'ai fait une tribune sur la justice guinéenne. De vous à moi, en toute honnêteté et en toute responsabilité, en tout état de cause,
Est-ce qu'on peut faire confiance en la justice guinéenne d'aujourd'hui, la justice guinéenne du CNRD? Est-ce qu'on peut faire confiance en la justice guinéenne au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui? Honnêtement, est-ce qu'on peut faire confiance en cette justice? Ce que les autorités ignorent, la justice, c'est l'un des attributs les plus chers à Allah, l'un des attributs de Dieu. La justice est l'un des attributs les plus chers de Dieu. S'attaquer à la justice, se servir de la justice pour faire des règlements de compte, pour faire de l'injustice, c'est s'attaquer directement à Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des vertus les plus chères à Dieu, la justice. Parce que Dieu, lui, il est juste. Que des magistrats qui ont juré de servir cette justice, au nom de servir la loi, au nom du peuple de Guinée, se fassent instrumentaliser, manipuler, se fassent corrompre pour des intérêts égoïstes, malhonnêtes, incongrus, pour suivre des orientations politiques des autorités du moment, comme ils l'ont fait par le passé. Et ils sont venus encore se lamenter au palais du peuple lors des consultations nationales lancées par le CNRD pour dire qu'ils avaient les mêmes pliés au dos, qu'ils étaient manipulés, qu'ils étaient au sol pour dire ainsi. Que maintenant, avec la volonté du CNRD, c'est la justice qui va primer. On est dans un état qui est devenu tout sauf un état de droit. Et observons, est-ce que ceux qui sont les détenus politiques, partant de l'ancien Premier ministre, Kassori Fofana, de Dr Diané, de l'honorable Amadou Damaro Camara, de Sila Bilgate, de Ibrahima Kourma et les autres, Oyegi Lavogui et les autres anonymes que je ne connais pas ou d'autres dont le nom ne me vient pas en tête maintenant, est-ce que ces gens-là, à leur place, je me dis, ils ne devraient même pas répondre? C'est mon avis, c'est mon opinion. Quand on sait que c'est une parodie de justice, quand on sait que cette justice a perdu toute sa légitimité, toute sa crédibilité, toute sa morale, toute son éthique, toutes les valeurs qui fondent l'appareil judiciaire ou la justice dans un État, quand ces valeurs ne sont pas au rendez-vous, je pense qu'il n'y a pas lieu de se prêter même aux questions d'une telle justice, d'une telle parodie de justice, d'une telle comédie de justice, d'une telle irresponsabilité judiciaire. Parce que ce ne sont pas des procès judiciaires, ce ne sont pas des dossiers judiciaires, ce sont des jugements, des procès politiques purs et simples. Peut-être il fallait dire à ces justiciers que libre à vous, vous pouvez nous contraindre à venir dans la salle d'audience. Mais personne ne peut nous contraindre à ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Si vous voulez coller nous 10 ans, 20 ans, 50 ans de condamnation, vous avez ce pouvoir aujourd'hui. Mais le pouvoir qui surplombe tous les pouvoirs et qui est le dernier recours, qui est sans appel, c'est le pouvoir de Dieu. Condamnez-nous. Il fallait le dire ainsi. Condamnez-nous comme bon vous semble. Et si vous voulez même, faites prendre un décret pour partager les condamnations, les peines. Ou faites prendre des arrêtés par le ministre de la Justice pour partager les peines. Pourquoi aller à un procès si la loi doit rester silencieuse? Pourquoi aller à un procès si l'équité ne prime pas? Pourquoi aller à un procès si les preuves ne comptent pas? Pourquoi aller à un procès où on fait des accusations, des affabulations, on fait des accusations gratuites, on tient des propos mensongers qui n'ont aucun fondement? Pourquoi aller à un tel procès? À mon sens, jusqu'à Ali Ouba et d'autres, il n'y avait pas lieu pour ces compatriotes de répondre aux questions d'une quelconque justice, parce que cette justice guinéenne a perdu toute sa légitimité, toute sa crédibilité, toutes ses valeurs. C'est une justice coquille vide, perdue, une justice démoralisée, une justice dépourvue de son sens. Bien vrai qu'il y ait quelques rares magistrats intègres pour lesquels j'ai un respect
un respect religieux, mais qui ne sont que infirmes, c'est-à-dire une goutte d'eau dans un océan qui pue. Où allons-nous dans des situations comme ça? Comment peut-on construire une nation dans ces pratiques injustes? L'injustice n'a jamais construit un pays. La répression n'a jamais construit un pays. Les règlements de comptes n'ont jamais construit un pays. Ceux qui sont puissants aujourd'hui ne l'étaient pas hier. Ceux qui sont victimes aujourd'hui étaient puissants hier. La vie, c'est comme ça. Ce que vous allez faire subir à certains, c'est ce que d'autres vous feront subir. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'aimer les bonnes graines. Parce qu'on finit par récolter. Si ce n'est pas vous qui récoltez, vos descendants récolteront. Tôt ou tard. Parce que Dieu est le Dieu de la justice. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Et Dieu m'est témoin. J'ai juré sur ça. Entre le Seigneur éternel, entre le Seigneur l'Éternel des cieux et moi, j'ai fait ce serment. Je n'ai rien contre personne. Je suis pour les valeurs. Je suis pour l'intérêt supérieur de la nation. Je suis pour les bonnes pratiques. Je suis pour le bien de la Guinée et le bien-être des Guinéens. C'est tout. Sinon, on ne prendrait pas tous les risques que nous sommes en train de prendre. On est pourchassés. Après des intimidations, des menaces, des persécutions de toute nature, on se retrouve loin de notre nation, que nous aimons tant, loin de nos familles, sur les territoires étrangers, où nous n'avons rien, mais nous avons notre dignité. Mais dans notre propre pays, on a tout sauf notre dignité. Comment peut-on vivre dans de telles situations? Mieux vaut vivre dans un état où vous n'avez rien, mais si vous avez votre dignité, que de vivre dans un état où vous avez tout, mais sans dignité. On n'est pas prêt à vivre dans un tel cauchemar, dans une telle situation. Sincèrement, pour moi, les avocats de tous ces prisonniers politiques devraient conseiller à leurs clients de ne même plus répondre, de ne même pas répondre. Qu'ils viennent les prendre de force à la prison pour les envoyer à l'audience et qu'ils prennent, que toutes ces victimes-là, que tous ces gens-là qui sont injustement détenus, prennent la parole devant ces magistrats-là pour dire: messieurs les magistrats, vous n'avez aucune légitimité parce que ce n'est pas vous qui donnez le verdict, ce n'est pas vous qui jugez. C'est vous qui jugez, mais ce n'est pas vous qui condamnez. Et donc, pour cela, puisque je n'ai pas confiance en vous, puisque vous n'avez aucune crédibilité à mes yeux, je ne suis pas prêt à répondre à vos questions. Quitte à vous de prononcer la sentence que vous voulez, la décision qui vous convient. Mais la justice divine finit toujours par s'exprimer, par s'imposer à tout le monde, à toutes les êtres, à toutes comment dirais-je, à toutes les personnes, à tous les êtres humains, à toutes, qui qu'ils soient. Il fallait dire non à cette justice-là. Et je pense que cette pratique, que nous devons intégrer cette dimension désormais dans notre façon de penser, d'analyser les choses par rapport au fonctionnement de cette justice. Il faut les contraindre à se respecter et à respecter l'institution qu'ils incarnent. Il faut les contraindre à respecter leur serment. On oblige certains à faire recours à la morale et à l'éthique par manque de valeur. Je me dis, en fait, il ne sert plus à rien de juger des gens qui sont politiquement détenus. Il faut prendre un décret pour prononcer leur condamnation, ou prendre des arrêtés pour prononcer leur condamnation. Ah non, et puis c'est terminé. Vous faites valoir votre justice, votre pouvoir. Le temps que le pouvoir divin aussi vous rappelle que vous n'êtes rien d'autre que des créatures, des êtres humains, dont la vie dépend d'une seule seconde. Chacun de nous peut mourir d'une seconde à une autre. Personne d'entre vous, personne d'entre nous ne sait si même il va passer la nuit d'aujourd'hui vivant pour assister au lever du soleil demain jeudi.
Personne ne le sait. Personne n'a cette certitude. Mais il y a de ces autorités guinéennes qui visiblement montrent qu'ils ont déjà pactisé avec Allah et qu'ils ne sont exposés à rien, qu'ils n'ont aucun risque. Ils ne doivent rien craindre. Ils sont des tout-puissants. Ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde. Bon débarras. Et ils font tout ce qu'ils veulent en fait. Où allons-nous avec ça? Nous avons un frère, Nabé, un opérateur économique qui importait des explosifs civils qui servent dans les mines et dans les carrières, avec sa société Sogidex, qui a accepté d'ouvrir son capital à un étranger, à un Marocain. Et il y a eu des moments de dysfonctionnement. Il s'est créé une autre société propre à lui, Cadex. Depuis des mois, le monsieur, ce sont des magistrats guinéens au prix de la corruption qui ont mis ce monsieur en prison et après ils l'ont placé sous contrôle judiciaire. Il ne peut même plus se mouvoir. Et aujourd'hui, il peine à renouveler son autorisation pour redémarrer les activités de sa société Cadex dans l'importation des explosifs. Et le Marocain là séjourne aujourd'hui en Guinée et de ce que j'apprends sur l'invitation de certaines autorités de Conakry. Mais comment on peut sacrifier la vie de ses compatriotes au profit d'étrangers dans la malhonnêteté, dans l'incongruité? Au moins, si c'était sur des bases légales, si c'était dans la légalité, sur les voies de la justice. Mais vous avez des étrangers qui viennent, qui savent que nous sommes corrompus jusqu'à la moelle épinière, que nos autorités, c'est-à-dire, ont la corruption, qu'il y a des autorités en Guinée qui ont la corruption à la place de leur cerveau en fait. Ils savent que leur argent sale peut acquérir des autorités guinéennes, notamment au niveau de la justice, donc ils se permettent de faire du n'importe quoi. À n'importe quel Guinéen. Sans même se préoccuper, sans même se gêner en fait. Vous avez créé, quelqu'un qui a créé une société depuis des années, depuis des décennies. Depuis les années 2000, au début des années 2000, jusqu'à maintenant, des décennies d'existence de sa société. Et il y a comment on appelle ces auxiliaires de justice, pas les huissiers, non. Comment on les appelle? Comment on les appelle? Quelqu'un peut me rappeler ça? Des notaires. Voilà. Vous avez des notaires qui se rendent complices de la falsification des actes juridiques. La constitution de la société, les documents de la société Sogidex, ils sont allés falsifier, faire signer au nom et pour le compte de quelqu'un à son insu, le monsieur Nabé. J'ignore même son prénom même, je dois chercher son prénom dans les documents, tellement que ça m'énerve. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, le monsieur est dépourvu de tout. On l'a mis à terre. On a fait écrouler tout son investissement de plusieurs décennies. Bon, moi, je ne vais même pas t'insulter. Je pense qu'il faut bloquer parce que je suis pour la contradiction, mais vous venez dans mon live pour m'insulter. Heureusement que c'est ce qui reflète votre éducation. Un certain Yassa Ipoupa Soum Soum, des indignes qui sont même gênés de mettre leur propre identité sur la toile. Voilà. Donc, on va continuer. Mais où allons-nous dans ces pratiques? Les autorités doivent être une protection pour les investisseurs, pour les fils de la nation. Sauf si quelqu'un est dans la violation des lois. Sauf si quelqu'un n'est pas du côté de la vérité. Mais nous devons accorder protection. Et c'est le rôle régalien de l'État. Protéger sa population. Mais si vous exposez votre population, vos citoyens, au profit de vos intérêts, pour servir des intérêts étrangers, contre vos populations qui ont travaillé à la sueur de leur front pour se construire leur vie.
Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ça? Hier, le CNRD a critiqué l'ancien régime d'Alpha Condé. Les injustices, la violation des droits humains, la politisation à outrance de l'administration, la gabegie financière, la corruption endémique et le détournement des deniers publics. Quoi d'autre encore que les Guinéens ne s'y parlaient plus? Et tous ces mots qui ont été dénoncés pour légitimer le coup d'État, ces mots sont au rendez-vous, ont été institutionnalisés pendant ces 4 années de règne du CNRD. Où allons-nous avec ça? Et la population assiste impuissamment, la peur dans le ventre. Personne ne peut se faire entendre parce que tout simplement, face à la force des arguments concrets, les autorités du CNRD ont décidé d'opposer la force des armes pour contraindre tout le monde à clouer le bec, assister silencieusement au mal, qui se perpétue de jour en jour. Où allons-nous avec ça? Ça, c'est le côté justice. Venons-en à Simandou 2040. Eh, Guinée, ouvrons les yeux. Réfléchissons. Le cerveau, Dieu nous a doté du cerveau pour que nous puissions au moins analyser les choses. Dieu nous a doté de l'intelligence pour que nous puissions distinguer le vrai du faux. Pour que nous ayons cette faculté d'analyse, de critique, d'observation et d'appréciation. Mais personne ne le fait. Ou du moins peu de personnes se servent de leur cerveau face aux affabulations, face, n'est-ce pas, aux mensonges grossiers qui sont en train d'être montés, face aux arguments fallacieux, face à la fourberie, à la manipulation qui se fait de jour en jour. Où allons-nous avec ça? Simandou 2040, que c'est un programme. Vous avez entendu parler, le programme là est né quand? Posez-vous la question. Quand le CNRD est venu, il y a eu la mise en place de ce qu'on a appelé le PRI. Le PRI. Le programme de référence intérimaire. D'accord? Jusqu'où nous sommes là, ce PRI, ni vous ni moi, personne ne sait quel a été le niveau d'exécution ou de mise en œuvre de ce programme. PRI. Ils sont allés à Dubaï. Ils ont promis que des opérateurs, des investisseurs étrangers ont promis d'investir 7 milliards pour financer le PRI. D'accord? 7 milliards. Et depuis cette réunion, où presque tous les ministres du gouvernement du CNRD avaient fait le déplacement du côté de Dubaï, rien n'est venu. Aucun centime n'est venu à Conakry. Aucun centime. Et on reste dans ça quand ils ont assisté, quand ils ont constaté que la transition, le délai de la transition arrivait à terme, ils ont trouvé un moyen, tac, d'inventer cette histoire de Simandou 2040. Mais depuis des mois, on parle de Simandou 2040. Je mets quiconque au défi de me dire exactement quel million, combien, disons, combien de mille, je ne dirais pas millions, combien de $1000 le gouvernement de la transition a réussi à mobiliser auprès des étrangers, auprès des partenaires étrangers, que ce soit des banques, que ce soit des opérateurs, que ce soit ou des investisseurs, combien ils ont réussi à mobiliser dans le cadre de ce programme Simandou 2040 et qui est disponible à ce jour. Le financement qu'ils ont pu obtenir dans le cadre de Simandou 2040 qui est effectif, un financement effectif, disponibilisé. Et depuis bientôt maintenant, 1 an, on est en train de nous chanter ça. Simandou 2040. Combien ils ont réussi à mobiliser pour le financement de ces Simandou 2040. Ils viennent de créer un fonds souverain. Qui va être financé par qui? Comment? Il y a des fonds qui sont en souffrance.
le fonds d'aide ou de quoi, des médias qui est logé au ministère de la Communication, ce fonds est où? Il y a combien de fonds qui sont disponibles, qui des fonds sans fonds? Désolé, j'avais reçu un appel. Des fonds sans fonds. Hein? Simandou 2040, combien ils ont réussi à mobiliser? Je demande juste que chacun m'aide, que tout le monde m'aide à comprendre. Au moins qu'on sache c'est quoi la vérité. Sababila peut-être qu'il n'est pas informé, mais il y a des vérités où il y a des informations qui ne sont pas à mon niveau, mais qui nous informent. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Et le peuple en a besoin. Le peuple en a besoin. D'accord? Ça, c'est sur le dos. Simandou, j'ai largement parlé du projet Simandou. On ne va plus revenir sur ça, en fait. Tout ce qu'on est en train de miroiter au peuple de Guinée, on ne va plus revenir sur le cas Simandou. Mais, attendez, je suis en train de rechercher quelque chose. Mais, notre pays, c'est... Simandou 2040. On va revenir sur la question des bauxites, ce n'est pas ce document que je cherche. Je suis sur Simandou. Voilà, je fais juste un truc. Il parle de fonds souverains. Donc, fonds souverains 100% financé par l'État guinéen. D'accord? 100% financé par l'État guinéen. Donc, ce fonds va être tiré d'où? Des recettes provenant des ressources minières. On est d'accord? Pétrole, gaz, il n'y a même pas ça. On va dire mine. Simandou, l'or et Simandou, un truc comme ça. Et dans Simandou, l'État guinéen n'a que 15%. C'est-à-dire le projet Simandou n'a que 15%. Le prix du fer varie entre... La tonne du fer varie entre comment dirais-je, 80 à 120 dollars par tonne de minerais de fer. 80 à 120 dollars par tonne. Retenez très bien. 80 à 120 dollars. Avec au maximum, ils disent la première année, je ne prends même pas les estimations de la première année. Mais on dit dans 5 ans, la production va atteindre 60 millions de tonnes. 60 millions de tonnes. On fait un calcul très simple. 60 millions de tonnes par an. Le prix bas par tonne, c'est 80 dollars. Le prix le plus élevé, c'est 120 dollars. Donc, prenons 120 dollars. 120 dollars fois 15%. Ça va faire combien? 120 dollars par tonne fois 15%, vous calculez cela. Ça va vous donner quelque chose de 1800. 1800 dollars. C'est-à-dire chaque tonne va pouvoir apporter 1800 dollars. Les 1800 dollars, on les multiplie par 60 tonnes. Attendez, on les multiplie par 60 tonnes. 60 millions, pardon, 60 millions de tonnes. Ça va vous faire quelque chose, ça dit 18. Si vous prenez par exemple, on fait un calcul simple, 18 fois 60 millions. Ça va vous faire quelque chose d'un milliard à 80 millions par an. 1 milliard 80 millions par an. 1 milliard de dollars. Le budget global de la Guinée, c'est quelque chose de 2 milliards 500 millions de dollars.
D'accord? C'est que Simandou, le projet va nous apporter par an, c'est 1 milliard et quelques. Et ils parlent de fonds de souveraineté. Fonds de souveraineté, le programme qu'ils ont créé, ils peinent à trouver un financement pour ça. Ils ont sillonné un peu partout à travers le monde. Ils sont en train de chercher partout des partenaires pour financer Simandou. Maintenant, Simandou, le programme, qui dirige d'ailleurs le programme là? Le programme est logé où? C'est à la présidence, à la primature, au ministère du plan et de la coopération, au ministère des Affaires étrangères. Où? Où est le bureau même? Où est la coordination de Simandou 2040? Où est la coordination de ce programme? Ils sont où là même? Ça se passe où? Ça se passe où? Et quel est le budget qu'ils ont élaboré pour Simandou 2040? Et si eux, ils parlent d'un fonds souverain de 200 milliards, 200 milliards va venir d'où? C'est-à-dire 1 milliard par an. Donc, prenons 15 ans par exemple, puisqu'ils vont jusqu'à 2040. Donc, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ça fait 15 ans, n'est-ce pas? Les 1 milliard 80 millions, on va les multiplier par 15 ans. Ça va donner combien? Par 15, ça va nous donner 16 milliards 200 millions de dollars. Maintenant, eux, ils parlent d'un montant de 200 milliards pour leur fonds souverain. Ça veut dire adosser, fonds souverain pour adosser au programme Simandou 2040. D'où viennent les 200 milliards? Alors que sur 15 ans, Simandou, le projet Simandou ne pourrait apporter que 16 milliards 200 millions, en tout cas selon les estimations, par rapport au prix de la tonne de minerais de fer. 16 milliards 200 millions sur 15 ans. Par an, c'est-à-dire 120 dollars fois 15% fois 60 millions de tonnes par an, ça nous donne 1 milliard 80 millions par an. 1 milliard 80 millions par an multiplié par 15, ça nous donne 16 milliards 200 millions. Et au lancement de leur fonds souverain, ils parlent d'un financement de 200 milliards de dollars américains. 200 milliards de dollars américains. Ils vont l'enlever où? Où? Ils vont l'enlever où? Dites-nous. D'où viendront ces 200 milliards? D'où viendront les 200 milliards? La population est pauvre. Population pauvre est égale à pouvoir d'achat pauvre. Pouvoir d'achat pauvre est égal à écoulement des marchandises très lent, c'est-à-dire donc sur le marché. La vente, ça n'est pas... En fait, les commerçants, le marché ne rapporte, ça ne donne pas parce que les gens n'ont pas d'argent. Les taux, finalement, à la banque, les taux d'intérêt sont élevés. Les taux d'intérêt des emprunts, c'est comme ça, c'est élevé. Eh bien, tout ça là, il y a tellement de choses, les marges de bénéfices sont tellement moindres. Et après, on vient nous vendre des choses. Même les opérateurs économiques, leur soutien au CNRD, c'est face à toutes ces difficultés-là. Tout le monde s'adosse maintenant au marché de l'État. Avec les pratiques de corruption. Parce qu'ils savent les activités, le pouvoir d'achat. Vous importez quelque chose pour la population. Mais si cette population n'a pas d'argent pour acheter, qui va acheter? Et la banque vous a prêté de l'argent. La banque attend, plus ça prend du temps, plus le taux d'intérêt va s'augmenter. Comment vous justifiez cela? Hein? Comment vous justifiez cela? On parle que Simandou c'est le plus grand projet minier à travers le monde. Alors qu'on vient de découvrir en Australie, je l'ai dit plusieurs fois, on a découvert en Australie des réserves de fer estimées à 55 milliards de tonnes du côté de l'Australie. Les premières estimations de minerais de fer de la nouvelle découverte là, c'est plus de 55 milliards. En Guinée, on parle de 8 milliards de tonnes. « 55 milliards de tonnes comparé à 8 milliards de tonnes. » Maintenant,
où se situera le grand marché? Et pendant ce temps, on est en train de mentir à la population, manipuler la population, raconter des contre-vérités à la population. C'est-à-dire, faire dans la fourberie. Celui qui dit que je ne suis pas économiste. Moi, j'ai enseigné des économistes bien avant. Je ne sais pas en 2011 qui tu étais, où tu étais, mais en 2011, moi, j'étais professeur d'économie dans le lycée à Cancan. Mes élèves sont des cadres aujourd'hui. Mes anciens élèves sont des cadres dans certains départements ministériels aujourd'hui. Si tu ne le sais pas. Moi, j'ai enseigné l'économie. Et je suis un passionné, donc, du savoir. Je peux t'enseigner l'économie. Bon sang de Dieu. C'est un calcul très simple. Prenez vos machines, la tonne de minerais. J'ai fait un calcul très simple que n'importe qui peut faire. C'est un calcul très simple. Contredis-moi. Viens m'affronter. Si tu veux, monte dans le live. Je peux te prendre. Envoie l'invitation, je peux te prendre dans le live. Je te défie sur ça en fait. Tellement que la malhonnêteté a fini par abîmer la conscience de certains Guinéens. Ça fait mal. Ça fait très mal. Moi, en 2011, 2012, j'étais professeur chargé de cours dans certains lycées et collèges. J'ai enseigné l'économie aux bacheliers, aux candidats en terminale. Il y en a plein. Peut-être il y en a qui sont même sur ma page ici. Babylone n'est pas tombé du ciel et ce n'est pas un parvenu. Voilà. On va avancer sur un autre sujet. La vente des biens de Dr Diané, je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Sincèrement, je ne suis pas contre la justice. Tous ceux qui ont détourné les ressources publiques doivent rendre des comptes, mais dans le strict respect de la législation, de la loi guinéenne ou des lois guinéennes. À la CRIEF, vous avez entendu, tout le monde a entendu le procureur Ali Touré dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Allez-y poser la question à l'ambassade des États-Unis. Si Kassori a une banque ou peut disposer d'une banque aux États-Unis. Posez la question. Après, il est venu dire, on a parlé de quelque chose de 45 milliards de fonds d'assistance de quel organisation ou quel partenaire à la Guinée. Ces fonds ne sont jamais... 35 milliards ou combien là? 35 milliards, voilà. Ces fonds ne sont jamais arrivés. Ils ont vu que ça ne tenait à rien. Ils ont abandonné ça encore. Après, ils sont venus s'agripper à la Mamri, 15 milliards de la Mamri. Des documents ont été produits par des avocats pour dire, voilà les 15, sur les 15 milliards. Et d'ailleurs, la loi, la L075, la L075 qui régit le fonctionnement des établissements publics à caractère administratif en Guinée, décline toute responsabilité. Kassori n'est pas, c'est-à-dire, la Mamri était sous tutelle de la primature, mais la Mamri avait également un conseil d'administration, donc une direction, la gestion. Quand il y a faute de gestion dans les établissements publics à caractère administratif, c'est le directeur général, c'est le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration, ils ne sont pas, en tout cas, innocents face à cette situation, parce que ce sont eux qui approuvent même le budget de ces départements. C'est comme l'OGP, quand on a mis Mandian Sidibé en prison. Mais le président du conseil d'administration n'a pas été inquiété. Pourtant, eux, ils savaient depuis des mois que l'OGP traversait des difficultés. Et ce sont eux qui approuvaient le budget de l'OGP. Pourquoi ils n'ont pas été inquiétés? Pourquoi? Pourquoi ceux-ci n'ont pas été inquiétés? Aujourd'hui, on vend les biens de Dr Diané. C'est bien beau, il faut le faire. Mais, pendant ce temps, ce qui fait mal dans ça, il faut le faire. Mais ce qui fait mal, ils sont en train de vendre les biens de Dr Diané, que c'est des biens mal acquis. Pendant ce temps, ce sont eux qui sont en train de construire des gratte-ciels, des tours jumelles, des immeubles un peu partout. Ce sont eux qui sont en train d'acheter des terres un peu partout. Vous avez vu des villas, que ce soit à Kaloum, que ce soit à Koléa, que ce soit à la Minière, que ce soit à Kamayen, que ce soit à Taouya,
que ce soit à Kipé, que ce soit à Kaporo, que ce soit à Lambani, que ce soit à Kuntia, que ce soit à Koya, dans Manea, dans Koya, que ce soit à Maferenya, d'accord, ou encore à Forekaria, et un peu partout à l'intérieur du pays. Ce sont eux qui sont en train d'acheter des terres à coût de milliards de francs guinéens. C'est-à-dire que vous êtes en train de ridiculiser quelqu'un, vous lui avez dépossédé de tous ses biens, que ce sont des biens mal acquis, et au même moment, le peuple est en train de vous regarder, de vous observer, en train de vous octroyer indûment, illégalement, frauduleusement, des domaines et des bâtisses sur l'étendue du territoire dans le contribuable guinéen. Parce qu'aucun de vous n'a un salaire qui le permet d'acheter 3 immeubles, 4 immeubles à Conakry. Ceux qui ont acheté des maisons à l'étranger, heureusement que tout est en train d'être documenté. En France, il y en a des autorités de la transition qui ont déjà acheté des propriétés du côté de la France. Aux États-Unis également. Nous avons ces images, nous avons tous les documents à disposition. On est en train de documenter tout. Tout. On est en train de tout documenter. Maintenant, en fait, comment on appelle ça? Comment on peut appeler ça? C'est quoi le nom de cette justice? Que je m'asseye ici avec une bouteille de vin, je suis en train de couler ça à la gorge, et après je vous dis il est interdit de boire de l'alcool. C'est paradoxal quand même. C'est paradoxal. Vous invitez les gens, vous dites que la justice est en train de sanctionner les fossoyeurs, selon vous, et vous faites pire que ceux dont vous êtes en train de reprocher, ou à qui vous êtes en train de reprocher ces pratiques-là. Vous êtes en train de condamner des gens, les ridiculiser, les humilier publiquement, pour des faits que vous avez institutionnalisés, que vous êtes en train d'incarner, que vous êtes en train de faire avec extravagance dans tous nos pays. Où allons-nous avec ça? Comment on appelle ça? 2 poids, 2 mesures. La justice des vainqueurs d'un côté et la justice des vaincus de l'autre côté. La hawla wa la quwwata illa billah. Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ça? Comment peut-on construire? Comment peut-on espérer d'une vie meilleure dans des situations comme ça? Je passe là-dessus. Je viens par exemple au dossier de M. Chérif Ba de l'UFDG. Condamné, on dit, pour avoir détourné 10 millions de dollars au temps du fait général Lansana Conté. 10 millions de dollars dont les procédures de décaissement ont été expliquées. Ça, c'était sur recommandation express du président d'alors. Et il a été dit, c'est pas allé sur un compte privé, aucune trace, aucune preuve n'a été exposée pour dire que c'est allé sur un compte privé. Rien de tout ça. On l'a condamné au remboursement de 10 milliards, et de 10 millions plutôt de dollars, et après, une amende de 5 millions de dollars, et après, on l'exproprie, tous ces biens, plantations, maisons, on dit qu'il faut l'enlever tout ça, le dépouiller, le déplumer. Ça c'est du gangstérisme d'État, ça, sincèrement. C'est quelle justice, cela? Et pendant ce temps, ceux qui nous commandent sont en train de faire dans l'extravagance des bâtiments insolents qui sont en train de pousser un peu partout. Si vous voyez des chantiers, malgré la galère, malgré la pauvreté qu'il y a dans la cité, tous les chantiers qui poussent, si vous voyez des bâtisses qui sautent les yeux, ne vous posez pas la question. Et d'ailleurs, à Conakry, les démarcheurs, et à l'intérieur du pays, les démarcheurs le connaissent. À Kankan, vous avez une terre, vous voulez avoir des milliards dans votre parcelle, trouvez quelqu'un qui a des contacts avec les autorités de la transition. Vous allez tout de suite trouver un preneur. Les chefs de quartier, les chefs de secteur nous ont signalé pas mal de cas, avec des images à l'appui. Moi-même, avant de quitter la Guinée, je suis allé visiter des immeubles de certaines autorités, que ce soit au CNT, certains responsables du CNT, que ce soit certains responsables de la présidence ou du gouvernement. J'ai été visiter des chantiers à Manea, j'ai été visiter des chantiers, comment on appelle ça, à Gomboya, j'ai été visiter des chantiers à Kobaya, une maison blanche, un étage blanc à Kobaya. Dans la cour, il y a une Mercedes, comment on appelle, Brabus, qui est là-bas.
Cette autorité ne sort jamais dans ces véhicules-là. Et après, je suis allé le Kobaya, derrière encore vers les bas-fonds. Un immeuble de 4 ou 5 étages. J'ai été visiter ça. On a toutes les images. À qui paie le côté, comment on appelle, Kaporo. Un ancien ministre d'Alpha Condé a revendu aussi un autre villa, Maous, à une autre autorité de la transition. Tout ça là, c'est connu en fait. Et pendant ce temps, ils ont fait descendre les immeubles de certains. L'immeuble qui est à Anta appartient à qui en face du marché d'Antac? Ça appartient à qui? L'immeuble de 10 étages appartient à qui? Comment la personne l'a eu? Il y a des immeubles à Kaloum. On se pose la question. Comment ces gens ont eu ces immeubles-là? À Dubreka, les constructions qui sont en train d'être faites. On sait, on connaît. Dieu veille. Si on ne meurt pas avant, on ne sait pas. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, personne ne sait ce qui sera fait de demain. Si on ne meurt pas avant, le peuple saura la vérité. Inch'Allah, le peuple saura la vérité. Et Amadou Damaro Camara, l'honorable Amadou Damaro, on l'accuse de corruption. Parce que les 15 milliards dont on parle, 15 milliards détournés ou pas, c'est où? C'est quelle trace? La justice a montré quelle trace que les 15 milliards ont été détournés. Quelle preuve a été montrée par la justice? Quelqu'un qui a renoncé à 38 milliards de budget de souveraineté, c'est lui qui détourne 15 milliards. Ça, c'est une question. Posez-vous la question. Refusez 38 milliards de budget de souveraineté que la loi vous accorde. Et on vous accuse de détournement de 15 milliards. Et sur les 15 milliards, 6 milliards ont été décaissés au lendemain du coup d'État. J'ai tout expliqué avec les numéros des chèques, les dates de décaissement. J'ai tout expliqué par le passé dans certains lives et dans les articles. Jusqu'aujourd'hui, personne, aucun magistrat, aucun justicier, aucun parquetier ne s'est posé la question où sont partis les 6 milliards qui étaient dans les comptes de l'Assemblée. Pourtant, ça a été décaissé au nom des anciens députés. Parce qu'il a dit prime d'entretien, prime du mois de tel des anciens députés, des députés, prime des députés. C'est comme ça ils ont motivé, c'est ce qu'ils ont écrit sur les chèques. Personne n'en a fait cas. On passe là-dessus. Les sociétés minières, est-ce qu'il faut s'attarder? Je vais vous lire un extrait de ceux qui entraînent. Que ce soit ça, moi je vous donne juste des informations à chacun d'analyser. Il y a des informateurs, ceux qui donnent les renseignements au Palais Mohamed V. J'ai reçu un bulletin dans ce sens-là, où on fait la proposition au CNRD de nationaliser toutes les sociétés minières. La proposition qui a été faite, je vais lire ce document. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer dans le secteur minier. Je ne vais pas donner la date du document. Mais il a dit dans ce document, par exemple, que les Chinois et autres sont en train de s'enrichir dans notre pays. Voilà, tant. Il faut dès à présent jouer avec la bourse, perturber les activités minières pendant 1 ou 2 semaines afin que le marché mondial connaisse une certaine rupture ou que la demande forte se fasse ressentir après que de faire monter le prix de la bauxite, un truc comme ça. Ils sont en train d'insinuer des choses, tandis que le prix de la bauxite va grimper au profit de la Guinée. Tout ça, ce sont les renseignements qu'ils envoient à la grande maison là-bas. Et après, on dit, Monsieur le Président, s'adressant au président de la transition, vous le savez, quoi qu'il arrive, la nationalisation sera obligatoire. Il faut juste le faire adopter par le CNT ou la future Assemblée nationale. Bon, parce qu'ils pensent que voilà, la future Assemblée nationale, c'est la seule solution qui pourra sauver le pays à court et long terme, car nos mines sont exploitées par les entreprises étrangères. La Guinée a quelle entreprise nationale capable d'exploiter, de transporter et d'aller vendre ces minerais à l'étranger? Point d'interrogation. Maintenant, il continue. Ça, ce volet n'est pas important. On dit nationaliser, c'est un contexte historique et une réponse à des années d'exploitation étrangère. L'objectif de redistribuer les richesses et renforcer la souveraineté nationale, c'est toujours dans le pédantisme. La méthode expropriation des compagnies minières avec indemnisation, ça a été... Ce document a été fait au mois de mars et on est en train de retirer des permis miniers. Donc, suivez mon regard. Ça, c'est une proposition qui a été faite au Grand Palais il y a des mois, c'est-à-dire au mois de mars.
Aujourd'hui, on parle de retrait de permis et autres là. Je ne sais pas s'il y a une liaison ou pas. En tout cas, ne mangez pas vos piments dans ma bouche. Il a dit également l'objectif de la méthode d'expropriation des compagnies minières avec indemnisation, l'impact immédiat, un symbole fort de l'indépendance économique. Cela peut nous propulser comme leader mondial dans la production de bauxite avec les retombées économiques significatives. De l'autre, elle peut révéler les limites d'une gestion étatique centralisée, notamment en termes d'innovation et de compétitivité. Je ne sais même pas, il y a même une contradiction dans ça, que les limites d'une gestion étatique centralisée, notamment comment dirais, en termes d'innovation et de compétitivité, l'importance est qu'il faut préserver et protéger nos ressources naturelles et surtout en matière d'environnement tout en cherchant des modèles de gestion équilibrés et durables en plaçant les intérêts des populations au-dessus tant. Et après, les mêmes proposent au président, ils disent au président en conclusion, monsieur le président, vous avez posé des actes concrets. Pour cela, la population vous apprécie. Votre candidature doit être la dernière des solutions. Laissez le peuple en faire la demande. Il devrait avoir confiance en vous. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique, il n'y a aucun potentiel candidat crédible pour vous succéder. Donc, ne vous pressez pas. La sélection naturelle va s'opérer tout seul. C'est ce qu'ils ont écrit au président. Et au même moment, dans un autre dossier, pour vous dire, peut-être ça me renvoie un peu au dossier judiciaire, ce qu'on est en train de dire, pour que vous compreniez que les procès qui se passent sont des procès politiques. On parle, je vais venir sur ce nom-là, c'est de qui il parle ici. Permettez-moi, je vais retrouver cette partie. Voilà, permettez que je retrouve cette partie. Et puis ils disent que l'État a tous les instruments en main aujourd'hui pour dissoudre l'UFDG. Ça aussi, ce sont des propositions qui ont été faites au palais. Parce qu'ils disent, le serrage UFDG créé par Ousmane Gawal, initié par le ministre Ousmane Gawal, exclu définitivement de l'UFDG, sera mis en sommeil, sans doute après le congrès de l'UFDG, ou bien il continuera à servir la mouvance pour essayer de conquérir une partie de l'électorat de M. Seloudan Diallo, car on sait que si le congrès a lieu, cela se fera sans monsieur le ministre, sauf l'empêcher par tous les moyens juridiques possibles. Voilà. Après, ils s'en vont. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. On va aller. Il y a une partie que je cherche. Il y a une partie que je cherche dans le document. Voilà. On dit le cas de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pose beaucoup de sujets à l'étranger et en Guinée par rapport à sa maladie et à l'international dans ce domaine. L'évacuation sanitaire est une solution envisageable, point d'interrogation. Un deal, ils disent un deal pour la présidentielle, voire une solution pour la basse-côte. Une solution avec la basse-côte. La condamnation proposée par le procureur ou par le ministère public de 5 ans, avec 20 milliards. Un truc. En fait, tous ces trucs pour vous dire que la justice n'est pas à la justice est ailleurs. Je ne lirai pas le reste. Mais toutes ces propositions sont faites au palais par rapport au dossier judiciaire. Et après on dit que la justice est en train de fonctionner, que c'est la boussole. Je voulais parler de la situation de GAC. Bon, est-ce qu'il faut en parler? Pour la construction de la raffinerie. La société a un apport annuel de plus de 250 millions de dollars américains au budget guinéen. C'est vrai, les engagements n'ont pas été respectés. Mais je pose la question aux autorités. Est-ce que dans la convention de la CBG, est-ce qu'il n'y avait pas également un projet de construction de raffinerie? Je pose la question. Oui, il faut réclamer, il faut exiger des sociétés de respecter leur engagement. Mais sous l'ancien régime, il y a un deal qui avait été passé avec GAC qui a empêché la réalisation
de la raffinerie. Donc, ils n'étaient plus dans l'obligation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sincèrement. Mais nous savons un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, si, et il y a 11 mois, le CNRD avait signé également un document avec les responsables de GAC pour la construction de la raffinerie. Il y a 11 mois. Et j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux. Où en sommes-nous avec... parce que ceux-là, ils ont fait une communication là-dessus. Il y a eu tout un bruit autour venant des autorités de la transition. Le directeur de GAC même a fait l'annonce. Il dit, en cette journée mémorable du 6 juin 2024, j'ai été honoré de participer à la signature du terme sheet pour notre projet de raffinerie d'alumine en présence de M. Djiba Diakité, ministre et directeur du cabinet de la présidence de la République Bouna Silla, ministre des Mines et de la Géologie. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement pour développer un projet qui soit techniquement et commercialement robuste et qui puisse créer de la valeur pour la Guinée et son peuple et pour notre société pour les décennies à venir. C'est un moment empreint de fierté et de responsabilité en tant que, voilà, tant qu'un truc comme ça. Maintenant, les engagements pris avec l'ancien régime n'ont pas été honorés. Il y a eu la signature de ces documents-là il y a 11 mois, au mois de juin 2024. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre? Maintenant, la société, c'est vrai, est-ce qu'on pouvait contraindre, à mon avis, la société de montrer sa bonne foi, de respecter les clauses de son contrat ou disons de la convention qui la lie à l'État guinéen, mais les centaines, voire les milliers d'emplois qui sont en train d'être sacrifiés aujourd'hui n'est pas à l'avantage de l'État guinéen. Et ça dit que les sociétés minières qui sont en Guinée, la première en termes de contribution c'est CBG, la seconde en termes de contribution c'est GAC. GAC avec 250 millions de dollars. Maintenant, on est au mois de mai. Juin arrive. Ce gap important dans le budget guinéen, comment ça va être comblé? Et les millions d'emplois, ou les milliers d'emplois plutôt, qui sont en train d'être perdus aujourd'hui par l'arrêt des activités de cette société, comment tout cela va être compensé? Le gouvernement a quelle alternative pour compenser justement cette perte, cette manne financière qui va manquer au budget de l'État et pour faire face justement à cette situation de précarité qui va être créée dans la cité. Parce que derrière ces milliers d'emplois, 3000 et quelques je crois d'emplois, il y a des âmes, des dizaines et des dizaines de personnes dans chaque famille. Donc ce sont des milliers voire des millions de personnes qui vont être affectées dans Kamsar et un peu partout. Mais après, on nous parle également d'un problème de géopolitique derrière. Il y aurait même, je ne dirais pas le pays, des investisseurs d'un pays européen qui sont déjà à la porte, qui sont en train de bousculer pour reprendre la concession de GAC. Avec une proposition sur la table des autorités de la transition selon mes renseignements. Je n'entrerai pas dans les détails. On passe à Kankan. Plusieurs familles sont en train d'être... plusieurs maisons sont en train d'être cassées aujourd'hui. Il y a de ces familles qui ont été dédommagées, d'autres n'ont pas été dédommagées. On récupère les terres, c'est-à-dire ceux qui avaient des terrains où il n'y avait pas de construction, que l'État reprend ces terres-là gratuitement. Mais là où il y avait des constructions, on donne 7 millions à certains, 30 millions, etc. Donc 70 millions, etc., etc. Ils ont fait une première démolition il y a plusieurs mois. Et aujourd'hui, il y a une seconde démolition. Ils ont pris 7 mètres de large sur les deux côtés de la route. Et après encore, aujourd'hui, ils sont revenus vers les mêmes familles encore pour continuer, pour élargir davantage, détruire d'autres maisons. Je pense que si peut-être la mesure est justifiée, la décision des autorités est justifiée, il fallait de la pédagogie et de la sensibilisation pour amener les gens à comprendre et les dédommager conformément à la loi. Conformément à la loi. Et au même moment, on parle de recensement. Le recensement, le RAVEC, pour un départ, 45 jours. Un délai encore de 60 jours a été rajouté, je crois. Après, ils ont rajouté encore 15 ou 20 jours ou 30 jours là-dessus, je ne sais pas. Ça va maintenant jusqu'au mois de juin. Quel jour du mois de juin, je ne sais pas. Mais posez-vous la question. Et puis, au même moment, ce qui est regrettable, au lieu de sensibiliser la population à aller se faire recenser, on les menace.
allez-y vous faire recenser, sinon vous allez perdre vos droits de propriété sur vos terres cultivables. Allez-y vous faire recenser, sinon vous ne pourrez plus enterrer vos corps ou même faire prier sur vos corps dans les mosquées. Eh, c'est pas comme ça en fait. Non, la Guinée elle est vieille. Elle est vieille de plusieurs siècles maintenant. Ce n'est pas au soir d'un régime transitoire, d'un régime éphémère qui est en perte de vitesse, en perte de légalité, de légitimité, qu'on va venir menacer la population avec des propos inappropriés, des langages inappropriés, irrespectueux en tout cas à leur endroit. Ce n'est pas normal. On ne doit pas le faire. Et surtout, le recensement, les gens se mettent, on en fait une affaire du CNRD. Le recensement, on en fait une affaire politique, alors que c'est un programme normalement national. Non. On en fait un problème, c'est-à-dire une affaire politique. Tous ceux qui parlent du recensement parlent du CNRD et du président de la transition. Maintenant, ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette gouvernance, ceux qui ne soutiennent pas le président de la transition, vous pensez qu'ils sont fous ou bêtes pour aller se faire recenser dans ces conditions? Vos ministres et directeurs qui viennent dans les villes avec les t-shirts où vous voyez 10 photos de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, ou disons ils sont habillés en Mamadi Doumbouya, de la tête aux pieds, et ils viennent s'asseoir devant les machines pour se faire recenser. Est-ce que d'ailleurs ça c'est autorisé, se faire recenser avec ces photos publicitaires, etc. etc. Est-ce que tout ça c'est autorisé? Vos cadres ont pris tout le pays d'assaut. Mais avec les images du CNRD et de Mamadi Doumbouya, pendant que des centaines, des dizaines de personnes ont perdu des leurs le 5 septembre, des dizaines de familles ont perdu des leurs depuis que le CNRD est au pouvoir, des pères de famille sont enlevés et portés disparus depuis que le CNRD est au pouvoir, eh bien vous venez vous présenter devant les familles de toutes ces victimes-là. Des centaines de Guinéens sont aujourd'hui à l'exil. Vous venez vous présenter devant leurs familles pour leur demander d'aller se faire recenser. Ils vont avec les images de celui-là, n'est-ce pas, qu'ils considèrent, ou disons celui-là même qui a occasionné la mort, ou dont le régime a occasionné la mort de leurs, la fuite de leurs enfants, la disparition de leurs enfants. Vous venez vous pointer devant eux pour leur demander d'aller se faire recenser. Quel argument? Et le recensement, vous en faites une affaire politique, c'est comme si on se recensait pour Mamadi Doumbouya et le CNRD. C'est un programme national. Mais vous avez montré au peuple de Guinée que c'est pour Mamadi Doumbouya et pour le CNRD. C'est pourquoi la population refuse d'aller se faire recenser. C'est pour la raison, rien d'autre. Même prier à la mosquée aujourd'hui, on dira que c'est la vision politique du président qui fait que les gens vont à la mosquée. Et le CNRD. Pour aller à la Mecque, c'est la vision politique du CNRD et de son excellence, le tout-puissant, sa majesté, etc., etc. Tous les qualificatifs que vous avez là-bas pour ajouter. Que c'est grâce à cette vision que le président et que les Guinéens vont à la Mecque aujourd'hui. Hein? C'est ça? Celui qui respire en Guinée aujourd'hui, c'est grâce à la vision du président qu'il respire. Prier Dieu en Guinée aujourd'hui, c'est la vision du président qui est en train d'éclairer la pratique des religions en Guinée aujourd'hui. C'est tout ce qui se raconte. Vous avez vu des images même où on dit que grâce à la vision politique du président que le pèlerinage devient une réalité. Et c'était un obstacle. C'est pas possible. Et en te doit là, on a dosé. Où y a l'année. Dosons un peu. Dosons un peu. La population n'est pas bête quand même. Vous êtes en train de les menacer. La vie d'une nation, c'est de 0 à l'infini. La vie des individus, c'est de 0 à 100 ans, comme ça, pas plus. Nous qui sommes là, ceux qui sont en train de menacer ces populations, ceux qui sont en train de mentir, ceux qui sont en train de manipuler. Mais vous et nous, on va tous mourir. La nation va demeurer. Le recensement, c'est pour la Guinée ou c'est pour le CNRD? C'est pour la Guinée ou c'est pour le président de la transition? Mais tous ceux qui viennent, vous faites tout le tintamarre au nom du président de la transition. Et moi, je ne me reconnais pas dans ça. Pourquoi je vais me faire recenser?
Voilà la question que la population se pose. J'ai même oublié, vous avez des centaines de familles de journalistes qui ont perdu leur emploi également. Eux, leurs familles ont des dents, regrettent ce régime aujourd'hui, cette transition aujourd'hui. Et vous venez vers tous ces gens-là pour dire, allez-y vous faire licencier. Les familles sont en exil et tout ça là. Allez-y vous faire licencier. En fait, on est en train de vous poignarder dans le dos et on vous demande de sourire. C'est ce que le CNRD, c'est la politique du CNRD en fait. On n'a pas le choix, on vous poignarde dans le dos. Pendant que vous ressentez la douleur, on vous demande de rire. Il faut sourire, il faut sourire. Où allons-nous dans ça? Et quoi d'autre? On va parler de quoi d'autre? Les enfants de PV. Est-ce que vous savez que depuis le 5 novembre 2023, à la suite de l'évasion des PV, des PV et autres à la maison centrale de Conakry, le 4 novembre, il y a eu une descente musclée des militaires au domicile dans la grande famille de PV à Manéa, parce que lui-même avait sa résidence à Kaloum, non loin du port, selon nos informations. Mais il y a eu des militaires qui ont fait une descente musclée à son domicile, dans sa grande famille à Manéa. Il y a un des jeunes qui a trouvé la mort, qui a été ligoté, les images sont sorties, tout le monde a vu ça, que ce jeune a trouvé la mort. Il y a deux jeunes, un fils de PV, qui venait d'avoir le bac à peine, un garçon du colonel Claude PV, qui venait d'avoir le bac. Il devrait commencer l'université en 2024. C'est-à-dire, cette année, il devrait être en deuxième année université. Au lendemain de l'évasion de son père à la maison centrale, il a été arrêté. Avec un de ses cousins qui était venu de la forêt pour se faire soigner, qui avait mal aux pieds. Ils sont tous de la vingtaine. Ils ont 20, en tout cas, ils sont dans la vingtaine. Leur tranche d'âge. 20 à 27 ans comme ça. Depuis le 5 novembre 2023, ces jeunes sont portés disparus. Les deux jeunes enlevés, ils ont été bastonnés. Et ils ont mis des plastiques noirs sur eux pour les embarquer dans les pick-up, selon les témoignages que nous avons reçus. Depuis qu'ils ont quitté leur famille à Manéa, le 5 novembre 2023, les deux jeunes, donc les deux enfants, c'est-à-dire le fils biologique du colonel Claude PV et son neveu qui est venu, qui est l'enfant unique de sa sœur, l'enfant unique d'une des sœurs de Claude PV. Les deux jeunes ont été enlevés. Depuis jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus retrouvés. Ni dans un hôpital, ni dans une morgue, ni ailleurs. Aucune nouvelle. Tout a été mis en œuvre pour les retrouver. La famille de PV a contacté le procureur général, selon nos informations, Fallou Doumbouya, qui s'était engagé dans un premier temps, dès le premier contact, à tout faire pour retrouver les deux jeunes, ou en tout cas pour activer la machine judiciaire afin de retrouver les deux jeunes. Après, il a bloqué la personne, comment dirais-je, la personne qu'il avait contactée, il a bloqué cette personne. Depuis lors, silence radio. Depuis leur silence radio, les enfants ne sont pas retrouvés. Notre cher ami, Habib Marouane, plus de 5 mois, il n'est pas retrouvé. Monsieur Sadou Nimaga, depuis le 17 octobre 2024, jusque-là, il n'est pas retrouvé. Fonike Mengue, Biloba, ils ne sont pas retrouvés. Sans parler des militaires qui sont également portés disparus. Koikoi Pivi, on me donne le nom. Merci beaucoup mon frère Abdraman Keita. Koikoi Pivi et Michel Guilavogui. Merci beaucoup pour l'identité des deux jeunes qui sont portés disparus, enlevés par des militaires le 5 novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Aucune trace. Mais quels parents voudraient vivre dans de telles situations? Quels parents voudraient qu'on fasse subir à ses enfants de telles pratiques? Quel Guinéen peut se réjouir d'une telle pratique? Qui d'entre vous souhaitera qu'on fasse ça à son père ou à son enfant? L'enlever et le faire disparaître, sans espoir de le retrouver vivant. Qui voudrait vivre dans de telles situations? Qui voudrait subir de telles pratiques cruelles, inhumaines et je ne veux pas employer l'expression là. Ça fait mal quand même. Sadou Nimaga, un homme aussi inoffensif que Sadou Nimaga. Dieu, qui est privé de sa famille, de sa liberté,
qui s'était éloigné du pouvoir de Conakry pour se consacrer à son cabinet de conseil. Porté disparu. Comment vivent les familles de Fonike Mengue? Point d'interrogation. Ils s'en foutent éperdument. Comment vivent les familles de Biloba? Ils s'en foutent éperdument. D'ailleurs, qui a perdu son père récemment. Paix à son âme. Je mesure la douleur de ces familles. Comment vivent les familles de Sadou Nimaga, de Habib Marwan et des autres? De ceux qui ont été contraints d'aller en exil. Où allons-nous avec ça? Comment on peut construire un pays dans ça? Est-ce qu'on pense aux enfants de ces personnes qui sont portées disparues? Les enfants innocents qui ne retrouvent pas leur père. El Sisi, Moussa Mara, merci beaucoup mon frère. Depuis combien de mois? Comment sa famille vit? Et des gens qui n'avaient pas de sources de revenus fiables en fait, qui se démerdaient, qui vivaient du jour au jour, qui sont éloignés de leur famille. Comment leurs enfants vont à l'école? Comment les enfants mangent? Comment on les soigne? Comment on les habille? Il y a d'autres militaires également, dont je ne connais pas le nom. Notamment, il y a le jeune Souma, qui avait sauvé un enfant de l'incendie à Yimbaya, il y a des années, sous Alpha Condé. Mon Fassori a été libéré, mon frère. Mon Fassori était avec eux. Pour des prestidigitations, il était avec eux. Mon Fassori a été libéré. Il y a la dame, cette dame, Colon de Sigiri, qui est aussi malade, qui est privée de sa liberté. Comment les familles la vivent? Est-ce que vous pensez aux répercussions? Élever une nation dans la rancune. C'est-à-dire la société devient cruelle d'année en année, de génération en génération. Parce que quand les gens pensent, tout le monde n'a pas le cœur pour oublier ou pardonner ce qui s'est passé. Mais quand certains pensent à ce qu'on a fait subir à leurs parents, à leurs pères, à leurs oncles, etc., etc., qu'est-ce qui leur vient à l'idée? L'idée, ils deviennent... En fait, comment on peut qualifier ça? Des personnes naturellement rancunières. Ils ne sont pas nés comme ça, mais notre société, par la cruauté des autorités, par la violence d'État, par les pratiques, par la barbarie, a fini par fabriquer des monstres, par faire des honnêtes citoyens des monstres, avec la rancœur, qui veulent en découdre avec tout le monde, qui veulent en finir avec tout le monde. Où allons-nous dans ça? Une société peut prospérer dans ça? J'ai cru à Mamadi Doumbouya le 5 septembre. J'ai cru à Mamadi Doumbouya au jour suivant, quand il a dit que plus aucun Guinéen ne doit mourir pour rien. Eh, pensez à ce discours-là. Revoyez les images du 5 septembre. Cette euphorie dans la ville de Conakry. Et voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez donné aucun franc à qui que ce soit le 5 septembre de vous soutenir. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de sortir des milliards pour que les Guinéens vous soutiennent. C'est pour dire que la légitimité s'est envolée, s'est éloignée de vous parce que tout simplement, personne n'est contre vous, mais les pratiques que vous aviez dénoncées se sont empirées sous votre magistère. Et quand c'est comme ça, il y a rupture de confiance, plus personne ne vous soutiendra. Et c'est ce qui fait que la nation est en train de vivre aujourd'hui dans un climat d'incertitude, dans un climat de peur, de terreur, n'est-ce pas, dans un climat de crise multiple et crise multiple et multidimensionnelle. Où allons-nous dans ça? La BCRG, est-ce qu'il faut en parler? Depuis des mois. On reviendra sur ça. On va marquer la fin de cette vidéo.
le doyen Boubacar Yassine de la HAC, je ferai une sortie spécialement sur ça, sur l'historique de la presse guinéenne, parce que le doyen Yassine donne l'impression, c'est vrai, comme je l'ai dit, j'ai du respect pour son âge et pour son ancienneté dans la corporation, mais il est loin d'être un modèle pour moi, dans la pratique du métier, loin d'être un modèle. Et s'il donne l'impression à certains jeunes journalistes qu'il fait partie, ou qu'il est l'un des précurseurs de la presse guinéenne, moi je vais démontrer que la presse guinéenne est bien née. La presse guinéenne est née en 1925, novembre précisément. C'est-à-dire pour la première fois qu'on assiste à la naissance d'une œuvre journalistique en Guinée, c'était en novembre 1925. Je viendrai là-dessus. Le journal, le nom du journal, je vais donner ça au peuple de Guinée. Et périodiquement, l'évolution de la presse guinéenne, grâce aux recherches de certains compatriotes qui ont fait même leur doctorat sur l'historique de la presse guinéenne, de l'époque coloniale jusqu'en 2010. On va retracer les grandes périodes de l'évolution de la presse guinéenne. Et les grands noms qui ont marqué, quand les doyens Justin Morel Junior avaient été sanctionnés dans les années 90 par le gouvernement de Conté à l'époque, on va revenir sur tous ces événements-là. Et ceux qui avaient de l'admiration pour le doyen Boubacar Yassine à l'époque, avec leur émission, je donnerai le nom de l'émission qu'il animait à la RTG avec un autre journaliste, je crois que c'est M. Condé. Je reviendrai sur tout ça, les noms de... Et quand le gouvernement avait décidé de privatiser les sociétés publiques sous Conté, les émissions qui étaient organisées à la RTG, ce sont les doyens Boubacar Yassine et d'autres qui animaient ça, où la commission de privatisation était d'un côté et les responsables de ces sociétés étaient de l'autre côté. Chacun défendait sa position. L'attitude dont il a fait montre dans ces débats à l'époque a forgé l'admiration de certaines personnes pour lui, mais au fil des ans qui ont été déçus de découvrir le vrai visage de l'homme qui est en réalité en train de tuer la presse guinéenne pour ses intérêts personnels, parce qu'il est au soir de sa carrière. Très certainement, il faut se plier aux injonctions des autorités politiques pour éviter les angoisses de la retraite. Il faut le dire. Je me rappelle des propos du doyen Boubacar Yassine quand il disait « Foutez la paix à la presse ». Un grand combattant de la liberté de la presse qui a sacrifié tout son parcours pour une transition périodique, éphémère. C'est choquant, c'est déplorable, c'est décevant. S'il fait que plus personne n'a un repère dans ce pays, plus personne n'a de références, plus personne n'a de sources d'inspiration dans ce pays. Parce que tout simplement, ceux qui nous ont inspirés hier ont renoncé. C'est-à-dire, on finit par démontrer que c'est un masque qu'ils avaient des masques qui protégeaient leur vrai visage. Prenons un Baouri, Premier ministre, qui recevait la fois dernière les victimes du régime d'Alpha Condé. Ah ouais, il faut aller au procès. D'ailleurs, devant quelle justice? Cette justice du CNRD, il ne faut rien espérer. Monsieur Baouri, vous avez reçu ces victimes-là. Et beaucoup de gens ont été victimes à votre appel. Parce que le 28 septembre 2009, vous aviez appelé la population à sortir contre le CNDD. Après l'accession d'Alpha Condé au pouvoir, les multiples manifestations qui ont été organisées par l'opposition, vous aviez appelé à la population à manifester combien de fois dans la rue et qui a occasionné ces morts. Et c'est vous qui vous asseyez devant ces victimes-là aujourd'hui, qui ont été victimes par justement votre décision politique. Et vous vous asseyez devant eux pour peut-être tenter de leur rassurer que justice sera rendue. Qui vont rendre justice? Si c'est la police qui est accusée, comme si on va accuser la police, celui qui était directeur de la police à l'époque est devenu diplomate sous le CNRD. Si c'est la gendarmerie, celui qui était le patron de toute la gendarmerie de la région de Conakry, c'est lui le patron de toute la gendarmerie guinéenne aujourd'hui. Si ce sont les forces spéciales, celui que vous allez accuser, c'est lui qui est le chef de la transition. Si c'est Bata que vous allez accuser, celui qui était à la tête de Bata, c'est celui qui est aujourd'hui le chef d'état-major général de l'armée de terre. Tous ceux-là qui sont peut-être entre guillemets soupçonnés, ou en tout cas parce que les tueries là sont attribuées aux forces de défense et de sécurité. Tous ceux qui étaient à des niveaux de commandement, ce sont les mêmes qui sont à des niveaux de responsabilité sous le CNRD. Et n'oubliez pas également, si vous rendez justice ou si vous comptez rendre justice aux victimes du régime d'Alpha Condé, n'oubliez pas les vôtres également sous la transition. Vous aviez condamné ces tueries hier, aujourd'hui vous êtes en train de les justifier.
La mort, quand on est dans l'opposition, c'est une mort de trop. C'est un crime. C'est de l'assassinat, c'est de la barbarie. Mais quand on est au pouvoir, c'est légal, c'est légitime. C'est la violence d'État, c'est la loi qui l'autorise. Ou ceci, cela. Vous trouvez tous les arguments pour défendre cela parce que tout simplement vous êtes à la mangeoire, vous êtes invité. Finalement, les Guinéens peuvent faire confiance en qui? À qui? À qui dans ce pays? Même moi, personne ne me fait confiance. On dit, Babila, il parle tout ça aujourd'hui, demain, il va changer de veste. Mais je préfère mourir que de renoncer aux valeurs qui me sont chères. Je ne veux pas montrer ce visage hideux, honteux à mes enfants. Que mes enfants retrouvent ces images-là demain. Que papa, c'est toi qui parlais comme ça. Et aujourd'hui, c'est toi qui justifie le mal, la cruauté, la barbarie, la méchanceté, l'injustice, la violation des droits humains, des principes démocratiques. Je ne suis pas prêt à assumer cette responsabilité. Que Dieu m'en garde, que Dieu m'en éloigne. Mais les attitudes des hommes publics, des pouvoirs publics, font que le peuple n'a plus confiance en personne. Parce que tout simplement, la morale et l'éthique qu'ils doivent incarner dans l'exemplarité ne sont plus au rendez-vous. Les ont fui carrément. Et finalement, ce qui était une vérité le matin devient un mensonge le soir. Ce qui était un mensonge le matin devient une vérité le soir. Où allons-nous dans ça? On va terminer la vidéo. Merci à vous, où que vous soyez à travers le monde. Merci pour le soutien moral. Merci pour la considération. Merci pour le respect. Restons debout pour notre pays. Parce que nul ne viendra d'ailleurs pour défendre ce pays si ce n'est nous. Si ce ne sont nous les Guinéens. Et Dieu ne viendra pas du ciel également. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne cesserai de le dire. Dieu ne viendra pas du ciel. Et Dieu ne vient jamais en aide aux gens qui dorment, disait Jerry Rawlings. Il faut se battre pour sa liberté. Il faut se battre pour la survie de la nation. Il faut se battre pour la vérité, pour la légalité, pour la justice, pour l'état de droit, pour la démocratie. Ceux qui sont en train également de faire le procès de la démocratie, qui ne savent même pas ce que c'est que la démocratie. Heureusement que j'ai passé vraiment un diplôme sur la démocratie, l'état de droit et la citoyenneté, qui m'ont permis de comprendre ce que c'est que véritablement la démocratie. Il y a plusieurs types de démocratie, notamment, pour ceux qui ne le savent pas. Et on dit, ah, la démocratie, tout le mal qui se justifie dans le pays, on dit que c'est la démocratie qui a engendré. La démocratie n'est pas un mal. C'est ceux-là qui sont en train de se servir de la démocratie qui font mal, malhonnêtement. Hier, c'est au nom de la démocratie que le coup d'État a été justifié. Après, à la tribune des Nations Unies, le président de la transition a fait le procès de la démocratie. Voyez ces contradictions. Et hier, c'était les 5 R, les 5 valeurs de la transition, refondation, repositionnement, rectification, quoi encore. C'est aux tribunes des Nations Unies, on a vu que l'objectif de la transition, c'est d'abord économique, social et enfin politique. Tout ça là. Et après, le PRI, hier, enfin, le Simandou 2040. Après, demain encore, Simandou 2040 là, on met... Vous ne finirez pas d'entendre. Tant que vous avez le courage de les écouter, ils vous serviront quand même. Ils vous serviront. Il y a de la salade. Ça ne finit pas qu'on va vous servir. Que chacun prenne conscience. Que chacun se dise que la Guinée, c'est lui. La Guinée, c'est moi. La Guinée, c'est nous tous. Nul n'est au-dessus de son prochain. Nous avons tous nos grands-pères qui se sont sacrifiés pour ce pays-là. Nous avons nos ascendants là, ces grands-pères qui ont tout sacrifié pour nous. Et si nous ne sommes pas en mesure vraiment de défendre ce pays-là, dans les limites de la loi, dans la voie de la légalité, c'est que nous ne sommes pas vraiment dignes de ces dévanciers qui ont tout sacrifié pour que nous soyons là aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous allons laisser pour les générations futures? À chacun de se questionner, de s'interroger là-dessus. Merci aux uns et aux autres et bonsoir chez vous.